vue de la garde, portant le drapeau rouge frappé de l'étoile. Ce voyage officiel, le Canada en attendait beaucoup. On le voulait réussi sur tous les points et il commençait sous de bons augures. Il n'y avait pas que l'Est qui était rouge. Où que l'on posât les yeux, panneaux et banderoles souhaitaient la bienvenue chaleureuse au premier chef de gouvernement canadien à débarquer en terre chinoise et saluaient ceux qui l'accompagnaient, plus d'une vingtaine de hauts fonctionnaires, plus de 50 journalistes de tout le Canada. Mais à l'œil ébloui de l'occidental, ce qui frappait d'abord sur le tarmac immense, c'était à perte de vue la foule bigarrée, les fillettes aux 1000 voix, agitant les drapeaux canadiens et chinois. Pékin, 6 millions d'habitants, la capitale du Nord. Au premier coup d'œil, une ville envahie par les bicyclettes, propre et reboisée. Le contraste se dessine. Au grand hall du peuple, Zhou Enlai accueille son vis-à-vis canadien devant la presse avec qui il a auparavant plaisanté sur son grand âge, il a 75 ans, qui l'empêche de se rendre au Canada. À cette table officielle siégeront d'abord tous les principaux conseillers de Zhou Enlai et du Premier ministre Trudeau. Ce premier contact se fait sur le modèle protocolaire chinois. Le chef du gouvernement canadien y expose ses politiques et les sujets qu'il aimerait voir abordés. On décide de l'horaire et on renvoie les questions pour étude en comité. L'atmosphère est cordiale, sereine et détendue, et c'est à travers un interprète français que le Premier ministre chinois a d'abord parlé avec M. Trudeau. Durant tout le séjour à Pékin de M. Trudeau, les après-midi étaient réservés aux discussions officielles. En matinée, le Premier ministre amenait Mme Trudeau et les journalistes à la découverte de la ville. Le premier jour, c'est à l'Institut national des sports qu'a commencé la visite. L'Institut accueille 1000 étudiants et le tiers est féminin. Pour le président Mao, la bonne forme est de première importance. L'image sportive de M. Trudeau a dû parvenir aux officiels chinois. Habiles, les Chinois ont combiné l'aspect divertissant et la signification diplomatique du ping-pong, la première manifestation sportive aux yeux de M. Trudeau, un match de jeunes pongistes. C'est, selon Mao, la nécessité de faire servir la riche et antique tradition chinoise aux besoins de la Chine nouvelle que l'on apprend aux plus petits comme aux plus grands ces techniques harmonieuses de la boxe chinoise. L'Institut forme des professeurs. On y enseigne donc le volley-ball, le ballon-panier, le tir à l'arc, les arts qui sont de fabrication canadienne et la natation. Sport nouveau en Chine, mais des plus populaires depuis la célèbre traversée du Yangtze par le président Mao Tse-tung, alors qu'il était déjà un vénérable septuagénaire. Cette façon d'accueillir les visiteurs, il faut y répondre. Le Premier ministre et Mme Trudeau ont vite appris.
Pékin, même avec si peu de voitures, d'ailleurs toutes de propriété gouvernementale, il faut orienter une circulation massive de bicyclettes et les piétons sans cesse conspués par les klaxons et les sonneries. On ne réserve pas les lourdes charges aux camions et il n'est pas rare que le transport commercial des denrées se fasse en triporteur. Chaque Chinois a sa charge et la porte vaillamment sans s'arrêter. Pékin est une grande ville fort occupée. Pourtant, la mentalité orientale, calme mais persévérante, l'apaise. La Chine est constamment en marche. Dès l'aube, la ville s'anime. Mais mis à part le fonctionnement exagéré et d'ailleurs inutile des klaxons, Pékin n'a pas ce caractère trépidant, énervant des autres capitales du monde. Même depuis la libération, c'est-à-dire l'accès de tous au minimum vital, la vie est dure en Chine. Au marché, le choix des fruits et de légumes est presque illimité. Mais le légume le plus populaire est encore cette variété de choux local qu'on jette en tas énormes sur le pavé pour le vendre. On apporte la culture maraîchère, comme le blé et les céréales, des communes populaires des environs. À quelques milles de Pékin, la commune Lugouqiao fournit à Pékin tous ses légumes, ses fruits, sa ration de volaille, de canard surtout. La cuisine chinoise, l'autre grande cuisine, avec la française, apprête le canard à toutes les sauces. L'apothéose du délice étant le célèbre canard laqué, dont un restaurant de la capitale porte d'ailleurs le nom. En Chine, on paie la note avec le yuan, unité de monnaie qui équivaut à un peu plus de 40 sous. En gros, il y a 2 yuan dans un dollar américain. Pour un occidental, les prix sont bas, 2 livres de petites oranges coûtent moins de 20 sous, mais ils sont adaptés au salaire moyen. Comment un Chinois fait-il pour s'offrir des articles de luxe? D'abord, ils sont rares. Ici, l'appareil radio est un objet de consommation courante par lequel passe quotidiennement la pensée Mao Tse-tung, la musique révolutionnaire, l'exhortation au travail et à la construction de la Chine nouvelle. Et d'ailleurs, on discute ferme, on évalue la marchandise et les risques du budget avant d'acheter. Le Chinois va lentement et pèse les risques, tout comme son gouvernement s'ouvre peu à peu à l'extérieur, choisit ses ententes et rationne ses concessions. Et l'on est tout étonné de retrouver sur les étalages d'un grand magasin pékinois ces montres suisses marquées 55 $ ou celles en or à 425 $. Il est aussi étrange de constater que cette voiturette en bambou pour bébé, Madame Trudeau en a rapporté une au Canada, ne semble pas très répandue. En Chine, on stationne son vélo, comme en Amérique sa voiture. Mais les bicyclettes, indispensables dans les villes et leurs banlieues, sont chères. Elles se vendent souvent 40 $, l'équivalent de 2 semaines de travail. Mais elles sont robustes et les réparations, si on ne les fait pas soi-même, sont extrêmement peu coûteuses. Ces questions de l'observateur occidental à son premier voyage en Chine, le Chinois semble, lui, y avoir les réponses. Le dimanche, que l'on soit garde-rouge à bicyclette, ouvrier en congé, petit garde-rouge en formation ou futur petit soldat rouge, on remplit la place de la Paix Céleste, bordée au nord par la porte Tiananmen. Sur cette place, à faire rougir la place de la Concorde, le passe-temps favori est le portrait qu'on se fait tirer par le photographe du square. Au plus loin, derrière le monument aux martyrs révolutionnaires, le petit garde-rouge fait la pose et brasse les cartes. Plus tard, devenu grand, le soldat rouge fera encore partie du paysage chinois comme un autre citoyen. Image de la Chine d'aujourd'hui, l'enfant